Coucou Lulu, alors une petite vidéo aujourd'hui d'apprentissage que tu auras certainement l'occasion de relire. Ce matin j'étais en train de préparer ta formation de demain matin et puis j'étais en train de me dire bah tiens je vais lui apprendre à dupliquer des machines virtuelles pour nos clients sur nos serveurs dédiés. Et puis je me suis dit que rien que ces mots te paraîtraient certainement barbares et qu'ils méritaient en fait quelques petites explications. Donc je vais essayer de te décrire un petit peu le monde dans lequel on va travailler, dans lequel tu vas travailler, et puis ça va te donner du coup des connaissances, notamment sur le vocabulaire et sur les éléments, etc., etc. Alors, bien sûr, je ne vais pas t'apprendre ce qu'est un ordinateur, tu sais parfaitement ce que c'est un ordinateur, un PC, un personal computer en anglais. Voilà, tu sais ce que c'est un ordinateur. Maintenant, à l'intérieur de cet ordinateur, il faut savoir de quoi est composé cet ordinateur. Ça peut être intéressant de connaître plus ou moins les composants. Et donc pour ça, on fait souvent un parallèle avec l'être humain. À l'intérieur d'un ordinateur, tu vas trouver déjà une carte mère, qui est un petit peu la colonne vertébrale de l'être humain. Tu vas y trouver de la mémoire vive, qui est un petit peu la mémoire. Tu vas y trouver un microprocesseur, qui est un petit peu ton cerveau, ton intelligence. Tu vas y trouver un disque dur qui est plutôt ta mémoire du passé, ta mémoire d'antan. Tu vas y trouver tout un tas d'éléments comme ça. Et donc tout ça, notamment, on les appelle des périphériques. En l'occurrence, là, je t'ai cité que des périphériques intérieurs, c'est-à-dire des choses qui gravitent autour de l'ordinateur, mais qui sont à l'intérieur de l'ordinateur. Ensuite, tu vas avoir beaucoup aussi les périphériques extérieurs, donc tu en connais quand même pas mal. Le clavier, la souris, l'écran, l'imprimante, tout ça ce sont des périphériques. Alors qu'est-ce qu'on appelle périphériques? Ce sont simplement des objets que l'on vient rajouter, que l'on vient plugger, brancher sur l'ordinateur en lui-même. Donc des périphériques intérieurs sont à l'intérieur de l'unité centrale, donc le bloc, et à l'extérieur ce sont des périphériques dits externes. On parle aussi de périphériques entrée-sortie. Donc le périphérique d'entrée par définition c'est la souris ou le clavier, où en fait tu n'entres que les informations et les informations finalement vont de l'extérieur vers l'intérieur. Ce sont des périphériques d'entrée, en fait les informations entrent dans l'ordinateur. Les périphériques d'entrée-sortie sont des périphériques qui permettent de faire rentrer des informations à l'intérieur de l'ordinateur mais aussi d'en faire ressortir. Alors un périphérique de sortie pure, par exemple, c'est l'écran, l'imprimante ou des choses comme ça, puisque là, il n'y a que l'information qui ressort. Maintenant, les écrans tactiles nous permettent aussi permettent de faire devenir les écrans des écrans d'entrée, des périphériques d'entrée et sortie, puisque tu vas interagir avec l'écran et donc tu vas faire rentrer des informations. Mais un écran normal de base, comme il y a encore quelques années, ce sont des écrans, des périphéries de sortie. Donc voilà. Donc là, tu as la notion d'ordinateur, de composants d'ordinateur avec quelques termes, hein. Donc je te les cite pas tous, mais bon, carte vidéo, lecteur de CD-ROM, lecteur de disquette, mémoire vive, disque dur, écran, imprimante, clavier, souris, enfin bon voilà, il y en a toute une tripotée. Donc tout ça, c'est ce qui compose un petit peu un ordinateur, haut-parleur aussi, tu vois, j'ai oublié de citer, modem bien sûr. Donc tout ça c'est ce qui compose l'intérieur et l'extérieur d'un ordinateur, et tout ça on appelle ça un ordinateur, un PC, ou en fait un ordinateur personnel tout simplement. Voilà. Donc tout ça tu connais plus ou moins, et aujourd'hui je vais te donner la notion de serveur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un serveur? Un serveur c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur tout simplement, avec pratiquement exactement les mêmes composants. À la différence près que cet serveur, du coup, cet ordinateur, il va plutôt être un gros ordinateur, vraiment plutôt un ordinateur assez, voire très puissant. Et surtout, il va avoir la spécificité d'être la plupart du temps logé dans des data centers. Donc là, nous, on utilise un serveur qui est celui-ci. Voilà, donc ça tu vois c'est un serveur, physiquement ça ressemble à ça, c'est une sorte de rack en fait, une sorte de grosse boîte qui vient s'enfiler en fait dans des racks que l'on voit ici. Là tu as une salle de data center. Alors c'est vraiment ça la différence entre un serveur et un ordinateur personnel. L'ordinateur personnel, tu en as un à la maison et puis il peut être plus ou moins puissant. Le serveur, lui en général, il va être hébergé, tu vois. Alors là ici tu vois l'entrepôt de OVH sur Gravelines, tu vois, donc dans un grand entrepôt comme ça.
Il y a des dizaines et des dizaines, des centaines même de serveurs qui sont stockés, donc des centaines d'ordinateurs qui sont stockés dans des salles finalement qui ressemblent à ça, qui sont climatisées, qui n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du tout. Et ça, on appelle ça une baie, une simple baie, donc c'est une armoire informatique, en fait une armoire informatique à l'intérieur duquel se trouvent donc tous les serveurs qui sont sous forme de rack et qui sont donc poussés à l'intérieur de cette baie et qui sont stockés comme ça. Donc là, à l'intérieur uniquement de cette armoire ici, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, une vingtaine de racks, une vingtaine de serveurs qui sont connectés, qui sont branchés sur uniquement cette machine. Donc là, tu as 20 ordinateurs, 40, 60, 80, et puis là tu as une rangée, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangées, enfin voilà ce que c'est. Ça c'est ce qu'on appelle un data center, c'est vraiment un immense bunker fait de plein d'ordinateurs. Alors quel est l'intérêt quels sont les avantages notamment de ce type de structure? Ben, c'est que bon, nous on a acheté donc un serveur qui est comme ça, là ici perdu au milieu de toutes ces rangées, etc. On a donc du coup un ordinateur qui est surpuissant, vraiment un ordinateur avec un très gros microprocesseur, avec 200 Go de RAM, des 2 Tera, 2x2 Teraoctets de disque dur, etc., etc. Donc vraiment des grosses machines. Et surtout elles sont reliées à l'internet, elles sont reliées par un internet sur du très haut débit. Donc ça c'est vraiment la différence entre le serveur à la maison et le serveur alors tu vois, je vais te faire une démonstration. Tac, je vais démarrer une machine virtuelle. La 100, très bien. Donc là, je vais sur Speed Test, je suis sur l'ordinateur de la maison avec l'internet de la maison et je démarre le test de rapidité de ma bande passante. Et donc c'est ce petit logiciel là qui me fait le truc. Donc tu vois, des chiffres que tu connais peut-être un petit peu. Donc 19 millisecondes de ping, un débit descendant qui va être aux alentours de 17 mégas et un débit montant qui va être aux alentours de 2 ou 1 mégas. Et donc on va s'amuser entre guillemets à faire la même chose sur le serveur. Donc là je me suis connecté, j'y viendrai tout à l'heure, toutes les explications sur le serveur. Google Speed Test, voilà. Et donc là, dans le data center, c'est-à-dire à l'intérieur, là en fait, avec cette fenêtre-là, je suis connecté finalement à l'ordinateur qui est connecté là dans une des baies, dans un des racks qui est ici dans le gros data center. Donc je fais démarrer le test. Donc je vais le mettre légèrement sur le côté ici, je vais mettre celle-ci ici. Tac, voilà. Donc tu vas voir la différence. Donc déjà au niveau du ping, 19 millisecondes et là on est à 5 millisecondes et 5 millisecondes ici sur le serveur, c'est beaucoup parce que d'habitude on a 0 ou 1 milliseconde de ping. 1 milliseconde c'est son résultat habituel. Tu vois, sur le débit descendant ici on est à 17 mégabits alors que là on est à 722 mégabits. Donc voilà la différence qu'il y a entre un serveur et un ordinateur personnel qui est à la maison. C'est que l'ordinateur, non seulement non content d'être super puissant, il est aussi connecté à une bande passante et à un réseau internet qui du coup est super rapide. Donc voilà ce qu'il y a au niveau du débit montant, 240 mégabits, alors qu'ici on en a à peine un à la maison. Voilà. Et encore cette configuration là de Free à la maison est quand même une belle configuration, puisque déjà nous on est arrivé à 17 mégas de bande passante, c'est déjà pas mal. Certains n'arrivent qu'à 2 ou 3 mégas encore aujourd'hui, même encore aujourd'hui. Voilà. Donc voilà la première grosse différence entre un serveur et un PC à la maison. C'est un ordinateur pareil, sauf qu'ils n'ont pas tout à fait la même gueule, ils sont pas tout à fait mis au bon endroit, au même endroit, et ils ont surtout une méga bande passante. Voilà, donc ça c'est vraiment très important que tu le notes. Alors ensuite, pourquoi est-ce que nous on a... Alors, pour compléter le tableau des ordinateurs, donc une fois que tu as réuni tous ces périphériques, tous ces éléments qui vont composer ton ordinateur ou ton serveur, parce que finalement ça revient exactement au même,
tu vas devoir, pour lier tout ça, pour comprendre pour ça, il faut un OS, alors un système d'exploitation. Donc OS en anglais, Operating System, en français, système d'exploitation. Alors qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Un système d'exploitation est finalement le premier logiciel, le logiciel qui permet en fait de gérer tous les éléments de l'ordinateur. Donc des systèmes des OS, hein, t'en connais pas mal. T'en connais par exemple, là tu as utilisé Windows 8 depuis ces derniers temps. Avant tu utilisais Windows 7 qui était un autre système, qui était la même marque mais une autre version. Tu as aussi macOS, macOS 10 pour les Mac. Tu as aussi le Linux qui est aussi un autre système d'exploitation. Enfin des systèmes d'exploitation, il en existe des dizaines et des dizaines. Il en existe des dizaines parce que pour chaque système d'exploitation on va avoir une utilité, on va avoir des ressources qui vont être proposées, qui seront différentes d'un système à l'autre, qui vont permettre en fait de rendre un ordinateur spécialement dédié à telle ou telle tâche, ou spécialement dédié à faire telle ou telle action. Donc bien sûr, toi en OS, en système d'exploitation, en operating system, tu connais bien sûr Windows, parce que Windows c'est pour le personal computer, c'est pour le PC. PC ça veut dire personnel computer, ordinateur personnel. Et donc bien sûr tu connais Windows qui est spécialement dédié aux utilisateurs qui vont naviguer un peu sur internet et taper 3 lettres sur Word et faire 3 lignes de comptabilité. Mais les ordinateurs ont plein d'autres utilités et plein d'autres de fonctionnalités possibles et imaginables. Donc du coup il y a plein de systèmes d'exploitation qui sont sur le marché et qui sont connus, qui sont un peu moins connus du grand public et connus bien sûr des informaticiens. Alors, donc tu vas voir que petit à petit tu vas dégrossir et comprendre un petit peu ce vers quoi je veux t'amener pour que tu comprennes en fait l'environnement dans lequel tu vas graviter, tu vas travailler dans les à partir de maintenant, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc nous, au niveau de la structure interne de la société, on a 2 serveurs comme ceci qui sont émergés donc à Gravelines, dans les gros serveurs, dans les gros data centers, on en a 2 comme ceci. Et donc là, pour te donner un exemple, voici tous les systèmes d'exploitation qu'il est possible d'installer sur cette machine. Donc tu vois les Ubuntu serveurs, les Cloud Linux, les Fedora, les FreeBSD, les Linux Plest, les serveurs, les Windows Server 2008, les Windows Hyper-V, machin patacoufin. Et donc nous, dans cette grosse distribution de système d'exploitation, nous utilisons le système d'exploitation VMware ESXi 5.5. Voilà. On n'est pas passé à la 6 encore parce qu'elle est encore en version bêta. Donc on utilise notre système d'exploitation sur les serveurs, c'est le VMware ESXi 5.5. Voilà. Donc, alors, VMware ESXi 5.5 retient simplement que c'est le système d'exploitation comme du serveur, des serveurs en l'occurrence, comme Windows 8 est le système d'exploitation de ton ordinateur personnel. Voilà, tout simplement. Alors, quelle est la spécificité maintenant de VMware ESXi 5.5? C'est que justement, il permet de virtualiser des machines. Alors je vais revenir sur ce terme là et je vais te le décrire. Donc là je suis à la maison, maintenant j'ai mon serveur qui est à Gravelines. Comment est-ce que je fais avec mes petits bras de 1,20 m de long pour aller taper sur le clavier de mon serveur et donner des instructions à mon serveur et finalement utiliser mon serveur? C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va utiliser la connexion internet. Et en fait, en me connectant sur le serveur, mon clavier, ma souris et mon écran vont devenir en fait le clavier, la souris et l'écran du serveur, tout simplement. Donc là, le câble de ton clavier il fait 2 mètres de long. Et le câble de ton écran d'ordinateur il fait 2 mètres de long.
tout d'un coup, en se connectant par le biais d'internet, c'est comme si du coup, tout d'un coup, tes câbles ils faisaient 900 km de long et qui venaient se relier directement au serveur approprié, donc à l'ordinateur tout simplement. Alors pour se connecter nous à notre serveur et à notre système d'exploitation SXI 5.5, on utilise un logiciel qui s'appelle donc VMware vSphere Client. Donc c'est celui-ci que toi tu vas utiliser pour te connecter au serveur. Donc je rappelle, le serveur, l'OS que l'on utilise c'est le VMware ESXi et l'interface qui nous permet de nous connecter à notre serveur à distance s'appelle VMware vSphere Client. Et je le démarre. Donc là bien sûr, comme ça passe par internet, on passe par une procédure d'identification, route et connexion. Ok. Donc tu vois, du coup je me connecte sur internet, j'accroche mon clavier, ma souris, mon écran à tout ça et j'arrive sur cette interface qui est finalement mon système d'exploitation. Et donc là tu te rends bien compte que le système d'exploitation est vraiment différent de ce que tu as l'habitude de voir, quoi, hein. Voilà, sur la page d'accueil, voilà ce sur quoi tu arrives comme pour interagir sur ton système d'exploitation. Alors, quel est ce système d'exploitation? À quoi il sert? Pourquoi on utilise celui-là? Etc., etc. Donc, ce système d'exploitation est utilisé en fait pour virtualiser des machines, des PC, tout simplement, pour virtualiser des Windows, des Mac. En fait, ça sert à mutualiser, ça sert simplement à l'intérieur de mon gros serveur. Je vais avoir, comme il est très gros, je vais partager ses ressources, partager sa mémoire, partager son microprocesseur, partager son disque dur. Je vais le rendre commun à un certain nombre de machines et je vais en fait le diviser en un certain nombre de machines. Pour te donner un exemple, sur la machine que l'on est à l'heure actuelle, on peut faire 50 PC avec uniquement ce serveur-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais créer 50 machines virtuelles. Donc qu'est-ce que c'est une machine virtuelle? C'est comme si tu construisais un PC, sauf que tu le construis virtuellement. Et il est virtuel dans le sens où en fait tu vas avoir toutes les composantes d'un PC, sauf que derrière il n'y a pas du vrai matériel, derrière il y a un rattachement simplement au serveur, et il y a un rattachement dans le fait qu'une partie de la machine virtuelle va venir utiliser, prendre pour elle les ressources du serveur. Donc pour te donner un exemple très précis, le serveur il a 192 mégaoctets de mémoire vive. Donc pour créer un petit PC, une petite machine PC tranquille, j'utilise 4 mégaoctets, il me faut 4 mégas de mémoire. Donc tu vois, si je fais 192 divisé par 4, j'arrive au chiffre de 48. Donc si je divise ma mémoire par 4, j'ai 48 segments de mémoire. Et donc je peux finalement mettre 48 PC sur cette machine, enfin un tout petit peu moins parce qu'il faut un petit peu de mémoire pour d'autres sources. Mais grosso modo, je peux monter une belle quarantaine de PC pour avoir, et chacune aura 4 mégas de mémoire. Donc voilà comment ça se passe pour l'instant sur le serveur. Donc là je me suis connecté sur l'ancien serveur, enfin sur le premier que l'on a acheté. Donc tu vas avoir ici avec son adresse IP, hein, on va revenir un peu plus tard sur ces adresses IP, le nom de toutes les machines. Et donc de tous les PC, donc là tu vois, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, tu as 24 PC ici qui sont là virtuellement prêts à être mis en disposition. Et donc 24 PC, et tu vois ici en bleu tout seul, c'est les PC qui sont simplement éteints, et ici en vert avec la petite flèche pour dire les machines qui sont allumées. Donc, tu vois, on nomme nos machines un petit peu comme on veut. Donc moi c'est pour mes bêta tests, donc j'ai marqué mon adresse RDP, j'ai marqué quel système d'exploitation, c'est un Windows 8, et c'est pour les bêta tests de 2009. Donc tu vois, celle-ci s'appelle donc le 33104 W8 2009, c'est mon PC qui s'appelle comme ça, etc., etc., etc. Donc toi par exemple, quand tu te connectes en RDP, alors donc qu'est-ce que fait déjà cette interface vSphere Client? En fait simplement elle permet de créer les machines virtuelles, de les modifier, de les démarrer et de les arrêter, tout simplement. Et fait aussi de faire une partie
elle va, elle va permettre de surveiller aussi la machine, voir où est-ce qu'elle en est. Là, je ne me rappelle plus sur quel panneau c'est. Ah oui, il faudra peut-être que je fasse ça. Tac. Donc là, tu vois que j'ai toutes les machines virtuelles qui sont là représentées. On peut faire un panneau de gestion pour voir quelles sont les ressources utilisées par chaque machine, en mémoire, en CPU, en microprocesseur, etc. Tu peux aller voir les allocations de ressources, tu peux aller voir les performances des ordinateurs, qui mangent des ressources, etc. En fait, tu peux gérer un petit peu tu peux gérer en fait ton serveur, le surveiller, et surtout ça te permet donc de démarrer les machines virtuelles, de les arrêter, et de les créer, etc., etc. Ce qu'on verra bien sûr dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc une fois que tu as créé une machine virtuelle, que tu l'as bien configurée, en fait c'est comme si tu installais un Windows, hein, à chaque fois, tu la démarres, et à partir du moment où tu l'as démarrée, elle est en route sur le serveur, et donc on peut s'y connecter en RDP. Alors toi tu utilises, alors qu'est-ce que c'est RDP? C'est Remote Desktop Protocol, c'est la connexion bureau à distance. Donc toi sur ton Mac tu utilises un petit logiciel qui s'appelle Microsoft Remote Desktop. Ici sur le PC on utilise ce logiciel là qui est donc la connexion bureau à distance. Et ben voilà comment ça se passe en fait. Tu vas demander, tu vas donner l'adresse IP que ton administrateur réseau t'aura donné pour te connecter à ton adresse, à ton serveur, à ton PC. Bien sûr, j'en ai pris une qui ne marche pas, formidable. Donc tu vois, celle-là, elle n'est pas connectée. Alors on va prendre la 113. Tac. Donc tu as tout un truc d'authentification. Ok, ok. Donc là, tu vois, du coup, tu te connectes et on se connecte directement au PC. Donc tu vois, ça fait une fenêtre comme ça qui navigue à l'intérieur de ta fenêtre. Et là, en fait, tu retrouves comme si c'était ton écran avec ta souris, ton clavier et ton PC ici. Donc tu vois, ici, j'ai mon bureau Windows qui est bien ici, de mon PC Personal Computer qui est ici. Ici, j'ai un autre PC. Tac. Une autre machine virtuelle, une première machine virtuelle, et ici j'ai un autre PC, encore une autre machine virtuelle. Voilà, ok. Donc là, tu vois, pareil, pour te donner un exemple, c'est ma machine virtuelle qui est spécialement dédiée à l'utilisation et l'exploitation des robots de trading. Bonne nouvelle pour moi hier, le robot ici a gagné, celui-ci a gagné 1000 $ et celui-ci a gagné 1450 $. Donc ça c'est... Donc voilà, en tout cas c'est pas de ça qu'on parle, ce qu'on parle actuellement, et donc là tu retrouves un petit peu, comment dire, Ninja Trader et compagnie, là que tu connais maintenant un petit peu, ok? Donc voilà une machine virtuelle, donc une machine virtuelle je dis bien, et ici ton PC de maison ou ton Mac que tu utilises aussi, tu peux te connecter en Mac, en PC, à n'importe quoi, et tu peux te connecter finalement, tu peux te connecter à partir d'un Mac sur ta machine virtuelle qui elle tourne sur un système d'exploitation par exemple PC. Voilà. Donc voilà le protocole, voilà un petit peu l'environnement. Donc je résume, un PC c'est un ordinateur personal computer que tu as à la maison, un serveur c'est aussi un ordinateur, sauf qu'il est beaucoup plus gros, beaucoup plus rapide, et avec une connexion internet beaucoup plus importante, donc hébergé sur des gros data centers. Ensuite, comme tout ordinateur, il faut lui mettre un système d'exploitation. Ce système d'exploitation s'appelle donc le ESXi, donc version 5.5 actuellement. Une fois que tu as installé ce système d'exploitation, tu te connectes au système d'exploitation directement avec le logiciel vSphere client. Tu vois. Donc là, par exemple, tu vois, on a la 113, elle va être où? Tu vois, la 113, elle est là, par exemple, tu vois. Donc je vais la mettre là, et je peux aussi accéder à sa console directement comme ça ici. Et donc là il va me demander de me connecter, donc je vais lui donner donc je peux me connecter à ma console.
Mais tu vois, l'inconvénient de me connecter à ma console ici directement par mon EXXX, c'est que ça m'a ici déconnecté puisque je peux avoir qu'une seule connexion sur un seul, pas administrateur, mais sur un seul utilisateur en même temps. Voilà, donc tu peux ici créer les machines virtuelles. Donc tu vois, par exemple, si tu veux créer une machine virtuelle, tu vas ici, tu vas cliquer ici, tu vas lui dire nouvelle machine virtuelle, tu vas faire plus. Alors tout ça, c'est des manipulations qui se font pas à la légère. Je t'apprendrai à en faire quelques-unes, celles qui nous intéressent, et comme ça tu auras un process bien dessiné. Tu fais suivant, tu fais ma nouvelle machine virtuelle, tu fais suivant, et là tu lui dis où c'est que tu vas la stocker, etc. etc. Alors, je le fais pas parce que je veux pas me créer une machine bidon, tout ça est bien précieux. Donc ensuite tu vois ici chaque machine virtuelle, tu peux, comme si tu avais le bouton on-off à portée de main, tu peux la désactiver, l'interrompre et carrément arrêter le client ou redémarrer le client. Donc voilà, ça c'est l'interface de gestion vSphere pour se connecter à son système d'exploitation ESXi. Une fois que tu as fait ça, donc là tu es vraiment administrateur réseau, hein, tu es vraiment dans le mode de l'administration réseau. Une fois que tu as fait ça, que tu as tout bien configuré, tu peux livrer ta machine virtuelle et tu peux la livrer pour que la personne se connecte sur sa machine virtuelle en RDP, en connexion à distance. Donc sur un PC, elle va utiliser un logiciel qui s'appelle connexion bureau à distance. Sur le Mac, c'est Microsoft Remote Desktop. Il va avoir une adresse IP, il va avoir un login, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et il va pouvoir se connecter à sa machine. Et là maintenant, avec ma machine, je l'utilise normalement. Hein, voilà, hein, j'ai ma corbeille, j'ai mon PC. Tu vois, c'est un PC tout à fait normal. Donc tu vois, avec une connexion internet, avec un navigateur, enfin voilà, hein, c'est juste un PC, juste tout ce qu'il y a de plus normal. Après, l'utilisateur en fait ce qu'il veut et il l'utilise pour ce qu'il veut. Voilà. Donc nous, on va avoir entre les clients, les machines virtuelles pour les bêta-tests, etc. etc. Là, dans les jours à venir, on va monter à 50 machines virtuelles pour les clients. Et nous, on va s'en créer une dizaine pour faire les bêta-tests et les replays et puis les recherches, etc. Donc tu vois qu'on va au total avoir une soixantaine de machines clients, de machines virtuelles. Grosso modo, ça veut dire quoi? On va avoir 60 PC. Voilà. Pour te résumer la situation, il va y avoir 60 PC. Et donc tous ces PC, il va falloir les formater, les configurer et puis éventuellement les livrer aux clients pour celles qui sont pour les clients. Et puis pour nous, pouvoir les utiliser et savoir comment se les connecter, etc. Et tout retenir, tout, tout hiérarchiser, tout noter correctement. Voilà. Et donc je vais t'apprendre aussi à dupliquer ces machines pour pouvoir les mettre en route très rapidement. Tu vas voir, tout ça paraît peut-être un petit peu compliqué, mais avec une procédure vidéo bien faite, il n'y aura pas de souci. Ce que je voulais simplement aujourd'hui au niveau de ton apprentissage, je voulais te décrire et te donner quelques termes pour que tu saches dans quel environnement on évolue, j'évolue, et dans quel environnement tu vas évoluer. Et un peu plus tard, dans d'autres vidéos, je te dirai comment apprendre à faire telle ou telle chose dans cet environnement-là, mais au moins tu sauras déjà plus ou moins les termes. Donc vraiment, la vidéo aura duré une petite trentaine de minutes. Je t'invite à la écouter, la réécouter une paire de fois, assimiler tout ça gentiment. Tu reviens vers moi si tu as des questions, bien entendu, hein, si tu as des choses que tu n'as pas du tout compris ou quoi. En tout cas, je t'ai donné les principales façons de se connecter et les principaux mots-clés qui te permettent de discuter avec moi en disant tiens, branche-toi sur la machine virtuelle, va sur vSphere, duplique-moi une machine. Bon, tu comprendras ce qu'il faut faire et tu sauras de quoi on parle. Voilà. Ok. Donc j'arrête la vidéo là, je te souhaite une belle journée, une bonne écoute. N'hésite pas à réécouter la vidéo au besoin et je te fais bien sûr des gros bisous ma puce. À très bientôt.